national, les ministres de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre d'État, ministre des enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation ont fait le tour de 5 centres d'écrit pour constater de visu le démarrage effectif des examens. Inès Assiblé, Cassandra Anaoui. Le français a ouvert le bal des épreuves écrites du Bac 2 pour le compte de l'année académique 2012-2013. Au total, 51 950 candidats répartis dans 53 centres d'écrit ont affronté cet examen important qui leur ouvrira les portes aux études supérieures. La tournée traditionnelle des ministres en charge du domaine éducatif a permis de visiter 5 centres d'écrit. Objectif, ils ont constaté le démarrage des épreuves. Nous avons sur toute l'étendue du territoire aujourd'hui 51 790 élèves qui composent les examens du Bac 2. Examen qui au Togo est rigoureusement encadré par les enseignants du supérieur. Et tout se passe à merveille. Nous devons nous réjouir du fait que les 2 examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Et bien sûr, c'est la satisfaction de toute la communauté éducative de se rendre compte que l'année scolaire s'est terminée bien. Les prières sont exaucées. Tous les acteurs de l'éducation ont privilégié l'intérêt national. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. L'examen se passe bien. Après 4 heures de concentration, c'est la fin de la première épreuve, celle du français. Les quelques rares candidats rencontrés se montrent confiants et sereins. J'ai choisi le sujet 3, compétent, la littérature, la dissertation. Donc, c'était un peu abordable quand même. Moi, ça a été abordable. Moi, je n'ai pas tout que victoire, sans qu'on n'a pas programmé les résultats. Donc, on espère que là-dessus sera meilleur. Ce mardi, 155 283 élèves du CM2 passent eux aussi les examens du certificat d'études du premier degré. C'est dans ce cadre que la délégation a visité le centre d'écrit des malentendants. Toujours dans l'actualité, l'Union des forces de changement, UFC, est fait prête pour les prochaines législatives. Les 91 députés du parti en lice ont prêté serment ce mardi au chef au statut et règlement intérieur, un vœu de loyauté qui les investit comme porte-flambeau de l'UFC dans chacune des 30 circonscriptions électorales. C'était lors d'un congrès extraordinaire présidé par Gilles Chris Olympio, le président du parti. Ouverture de congrès en danse et en chant. L'UFC ne périra pas, l'UFC ne périra pas. L'épreuve électorale s'annonce rude, alors ce congrès extraordinaire est celui de la revue des effectifs. Et gare aux candidats retardataires, la liste de présence est de rigueur. Arrivé sous les vivas de ses militants, le président national de l'Union des forces de changement UFC fixe le cap de la campagne et les ambitions de sa formation politique pour les législatives. Objectif, la majorité parlementaire et pour y parvenir, la mobilisation et la vigilance de toutes les composantes du parti. Il s'agit pour nous de remporter la majorité des sièges pour permettre à l'UFC d'opérer les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui s'impose dans notre pays et d'accéder ainsi à la gestion du pouvoir. Cela est également possible que si nos représentants à la CENI, dans les CELI et dans les bureaux de vote font preuve d'une vigilance accrue. Autre temps fort de ce congrès, c'est la cérémonie de prestation de serment des candidats et membres de CELI. Geste solennel et symbolique qui marque l'attachement de ceux-ci au directoire, au chef, aux idéaux, au statut et au règlement intérieur du parti. Écharpe jaune en bandoulière, les 91 aspirants députés et leurs suppléants ont juré loyauté. Un vœu de fidélité obligatoire censé être le remède à la transhumance parlementaire. Vous vous souvenez de cette affaire du départ des députés au Parlement après les législatives de 2007. Les gens croient qu'on peut utiliser le nom du parti, le symbole du parti, pour pouvoir se faire un titre et après aller faire autre chose ailleurs. Si vous n'êtes pas prêt
à accepter les valeurs de l'UFC, vous ne pouvez pas porter ces couleurs pendant les élections. Une fois accepté, cet engagement vous poursuivra jusqu'à la fin du mandat. Pour le candidat UFC de l'AV, le moral est au beau fixe et la victoire certaine. Le moral de nos troupes sont au beau fixe. Ce matin, on vient d'investir tous les candidats de l'UFC, de Saint-Cancé jusqu'à Djancancé. Nous sommes prêts dans l'AV pour aller sur le champ de bataille, pour remporter ces élections à main levée. Ce scrutin du 21 juillet s'annonce comme un test de popularité pour la formation politique de Gilles-Christ Olympio. Une formation politique qui a traversé 2 crises majeures en 2010. Crise subséquente à l'accord politique UFC-régime et le schisme d'une partie importante de ses militants. Toujours dans le cadre de l'élection législative du 21 juillet prochain, les organisations de presse et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ont signé un code de bonne conduite, un code composé de 12 articles qui rappellent aux journalistes la responsabilité qui est la leur dans la couverture de la campagne électorale. Norbert Dansou. À travers la signature de ce code de bonne conduite du journaliste, les organisations de presse s'engagent conformément à ces 12 articles à faire du processus électoral en cours une réussite. Elles devront pour cela traiter les informations en toute responsabilité et exactitude en s'appropriant les dispositions de ce code. Vous n'êtes pas sans savoir que la période électorale est une période assez sensible pour le journaliste dans l'exercice de sa profession parce qu'il y a des courants politiques qui drainent le journaliste dans tous les sens. Donc le journaliste doit pouvoir mieux jouer sa partition en cette période électorale. Pour jouer donc ce rôle qui est très important, le journaliste a besoin d'avoir des éléments pour pouvoir jouer son rôle. Donc c'est pourquoi, ensemble avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, nous avons, comme en 2007, revisité le code de bonne conduite pour donner les outils nécessaires aux journalistes. Le code de bonne conduite du journaliste vient ainsi donc conforter les tests fondamentaux régissant la profession, l'éthique et la déontologie pour faire des législatives du 21 juillet prochain l'une des plus apaisées. Il est important tout simplement que ce texte qui est un complément à tous les textes, je dirais, législatifs et réglementaires que nous avons, que ce texte-là, qui est un code de bonne conduite, puisse amener les journalistes à réfléchir de manière plus approfondie et à s'inspirer encore de certaines règles qui se trouvent dans ce code pour faire bien le travail. Nous sommes à une période sensible et il est important de rappeler certaines règles, de rappeler certains principes du journaliste et c'est ce que nous avons fait justement dans ce code de bonne conduite qui a été un code de bonne conduite élaboré par nous tous. Cette signature fait suite à une série de séminaires qui visent à orienter les journalistes dans la couverture des activités électorales. Santé, dans cette édition, les malades souffrant d'insuffisance rénale et les dialysés peuvent pousser un ouf de soulagement. Le parti Union pour la République a offert un important lot de matériel d'hémodialyse, d'échographes, de tensiomètres au service d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire CHU Sylvanus Olympio. C'est à travers une cérémonie qui s'est déroulée ce mardi. Ugatipo. La salle de dialyse du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé ne dispose actuellement que de 4 générateurs de dialyse fonctionnels. Pour renforcer les capacités de cette structure à prendre efficacement soin des malades, le parti politique UNIR a offert un lot de matériel comprenant 2 générateurs de dialyse, un échographe adapté de 3D, un hystéroscope, des tensiomètres, des glucomètres ainsi que des cartons de dialyseurs et de lignes artéroveineuses, ce dont constitue un véritable secours pour les dialysés et les malades souffrant d'insuffisance rénale. Actuellement, le centre de dialyse a de sérieux problèmes. Ce qui fait que la dialyse qui devait être passée, qui devait durer 4 heures de temps, on est des fois obligé à le faire à 2 heures. Parce que pour faute de machines et d'autres structures que nous n'avons pas. Ces machines viennent à point nommé soulager la souffrance de nous dialysés. Actuellement, nous avons plus de 70 malades en insuffisance rénale chronique et à qui il faut ajouter encore des cas d'insuffisance rénale aiguë. Donc tout ce monde a besoin de dialyse. Ces machines nous permettent donc
de faire la dialyse de bonne qualité, eh bien c'est dans leur intérêt. C'est le ministre de la Santé qui a réceptionné le don et l'a mis à la disposition du CHU Sylvanus Olympio. Ce dernier ne cache pas sa satisfaction. Il nous arrive de recevoir beaucoup de dons. Les personnes qui veulent bien contribuer à la santé de leurs semblables sont nombreuses. Mais le parti UNIR a cette particularité qu'il nous donne des appareils neufs. C'est une impression de joie, de satisfaction, en attendant que ce nouvel immeuble que vous avez vu reçoive encore plus de matériel, plus d'appareils pour que nos malades soient toujours le mieux soignés possible. Ce lot de matériel n'est autre que le geste de la manifestation de la solidarité du parti UNIR à l'égard des malades. Comme l'adage le dit, la santé n'a pas de prix. C'est pour cela qu'au niveau de notre parti, nous avons pensé qu'il était bon que le parti puisse manifester sa solidarité avec les citoyens qui sont dans des situations pénibles de maladie. Et le parti s'est arrangé à acquérir ce lot de matériel important de manière que ça puisse servir aux citoyennes et aux citoyens qui en ont besoin. Nous espérons que ce faisant, cela suscitera d'autres générosités auprès d'autres citoyens qui vont concourir au même objectif. Les structures sanitaires des autres chefs-lieux à l'intérieur du pays, notamment Kpalimé, Atakpamé, Sokode, Kara et Dapaon, devraient elles aussi bénéficier dans les jours à venir des dons de ces lots de matériel. Toujours au Togo, le ministre des Travaux publics a lancé mardi dans la préfecture de Pélé-Akata le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 5 Palimé-Atapamé, des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'action prioritaire en matière d'infrastructures routières financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD et l'État togolais. Cette route va contribuer à l'amélioration des conditions de voyage et de transport. Inès Sibé. Premier coup de pioche donné par le ministre des Travaux publics et l'ambassadeur de Chine au Togo. Par cette cérémonie, Nissan Onyofam et Wang Zufeng lancent ainsi les travaux de réhabilitation du tronçon Adagali-Pélé-Ganvier. Le projet, exécuté par une entreprise chinoise, est cofinancé par la BOAD et l'État togolais à plus de 8 milliards de francs CFA. C'est une route qui passe dans une région de haute production, de grande production agricole. Le café, le cacao, les produits de Rantong, les produits céréaliers également. Et vous savez également que cette route peut servir, quand on l'aura aménagée entièrement, elle peut servir, permettre de rallier la frontière ouest, c'est-à-dire le Ghana, pour aller vers l'intérieur du pays, soit vers Lomé ou vers Atapamé et puis remonter vers le Grand Nord. Nous avons comme rôle donc d'appuyer les États dans la mise en œuvre des projets, et notamment des projets d'infrastructures routières comme ce projet que nous venons de lancer aujourd'hui. Il s'agit donc de doter le pays d'infrastructures modernes qui permettent aussi donc de lutter contre la pauvreté. Longtemps restée dans un état de délabrement, la route à l'issue des travaux aura des caractéristiques particulières. Une chaussée de 9 mètres en agglomération et de 7 mètres en rase campagne avec des trottoirs et des bandes d'arrêt d'urgence. Des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux seront également réhabilités. Avant, on gagnait les marchés, nous avons déjà eu des marchés dans les pays voisins. Donc, dans un mois, nous avons déjà mobilisé tous les agents et personnels au chantier. Et puis maintenant, nous sommes en train de faire entrer les matériaux de construction en même temps. Les aménagements prendront en compte la construction de 3 forages, des bâtiments scolaires et des hangars de marché, entre autres. Le projet prend en compte le tronçon Adagali-Pélé-Ganvier jusqu'à Atakpamé, ce qui devra être un ouf de soulagement pour les populations riveraines qui ont, au cours de cette cérémonie de lancement des travaux, salué la politique des grands travaux menés par le chef de l'État, Fort Esazimnanya Singbe.
Voilà pour ce qui est des routes interurbaines du Togo. Qu'en est-il de celles qui sont en plein cœur de la capitale? Nous avons fait le tour. Le constat, c'est que beaucoup de rues situées à Lomé sont en état plus ou moins défectueux. Roger Aménra. Sur cette voie située à Bain, quartier de Lomé, les riverains sont obligés de composer non seulement avec des routes bandées de nids de poules, mais aussi avec des caniveaux endommagés. L'on en parle, colère dans la bouche. Les rigoles, ça nous gêne. En fait, ce sont les grands camions qui passent souvent ici là, qui sont en train de casser les rigoles comme ça, mais il n'y a pas d'autrement. Il y a les goudrons qui sont cassés. Normalement, ils doivent même réparer ça. S'ils ne peuvent pas tout faire arranger, ils doivent un peu réparer pour que la hauteur soit un peu bon. Comme ici, c'est une quartier administrative, quartier de Berg, tout le monde passe chaque fois. Les voies sont complètement dégradées, ce qui nous occasionne des maux de reins. Nous exhortons le gouvernement à penser à leur réparation. À quelque part, nous voici sur la rue de l'Ocam. Des flaques d'eau nous souhaitent la bienvenue. La pluie d'une semaine avant y a laissé des séquelles, malgré les démarches d'aspiration de l'eau initiées par les populations riveraines. Les commerces et autres activités s'y bloquent de temps en temps. Moi, je quitte Djagblé pour venir à mon atelier ici. Mais je repars des fois avec 0 francs, faute de clients. L'eau a tout occupé. Il faut que l'État nous vienne au secours. C'est dommage que la rue de l'Ocam soit dans cet état. Le gouvernement doit agir. Nous n'avons plus de clients. Nos marchandises pourrissent sur les étalages. Pour beaucoup, l'absence de caniveaux endommage les voies. L'État est exhorté à être plus regardant à ce propos. L'exemple du Ghana à côté doit nous interpeller. Là, vous allez y trouver des caniveaux très larges, ce qui facilite l'écoulement de l'eau et même des sachets. Il faut qu'on en fasse autant au Togo. Vivement que la politique des grands travaux passe sur ces voies défectueuses en pleine capitale. À l'international, le bras de fer se durcit en Égypte. Les militaires d'une part et Mohamed Morsi d'autre part. L'armée avait donné 48 heures au président pour satisfaire les besoins des populations. Un ultimatum rejeté par le président. Ce mardi, des centaines de milliers de personnes sont toujours mobilisées sur la place Tahrir. Sur la place Tahrir, la colère d'une mère qui a perdu son fils pendant la révolution. Pars, nous ne voulons pas de toi. C'est le message adressé au président islamiste par des milliers d'Égyptiennes. L'opposition et l'armée ont lancé un ultimatum à Mohamed Morsi, ultimatum aussitôt rejeté par le pouvoir. Mohamed Morsi est le président légitime, celui qui est reconnu par tous les pays du monde et par la majorité du peuple égyptien. Il a été élu avec 52% des voix. Et même ceux qui se rebellent contre lui s'adressent à lui en tant que président, qu'il s'agisse de partir ou de démissionner ou de promulguer un référendum sur son poste au pouvoir. Si Mohamed Morsi a été lâché par 5 membres de son cabinet dont le ministre des Affaires étrangères, ses partisans, eux, continuent à envahir les rues. La présidence égyptienne est déterminée à œuvrer pour une réconciliation nationale, un bras de fer qui inquiète Washington et les Nations Unies. Nous demandons à toutes les parties de faire tout leur possible pour que la situation reste calme. Évidemment, les gens ont le droit de protester, de manifester, d'exprimer leurs opinions. Et c'est quelque chose que le Haut Commissariat aux droits de l'homme soutient depuis les premières manifestations contre le président Moubarak en 2011. Enfin, dernière déclaration de l'opposition égyptienne, elle a annoncé dans un communiqué qu'elle désignait Mohamed El Baradei, ancien chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour la représenter et mettre en œuvre une transition politique. Edward Snowden renonce à sa demande d'asile à la Russie. Il n'accepte pas les conditions posées par Vladimir Poutine. Edward Snowden est l'homme qui a révélé le programme de surveillance américain. L'ancien agent de la CIA ne désarme pas face à cette situation. Il espère toujours d'autres réponses venant d'autres pays. Edward Snowden est toujours coincé dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou. L'homme qui a eu l'audace de dénoncer le système généralisé d'espionnage des mails et appels téléphoniques organisés par les États-Unis se sent persécuté. Il l'a fait savoir dans une lettre qu'il a envoyée depuis l'aéroport.
Le gouvernement des États-Unis a répondu à mes révélations par une chasse à l'homme illégale qui me prive de ma famille, de ma liberté de voyager et m'empêche de vivre paisiblement sans craindre une agression illégale. Snowden complique les relations entre les Américains qui le voient comme un traître et les Russes embarrassés qu'il se soit réfugié chez eux. En parler suffit à perturber une rencontre entre ministres des Affaires étrangères des deux pays. Don't shout at me, please. We will have a chance to talk about a lot of things. Et on n'en saura pas plus. Interrogé sur le même sujet, Vladimir Poutine, le président russe, a été plus clair. C'est bizarre pour moi de dire cela, mais s'il veut rester en Russie, il doit arrêter de porter préjudice aux États-Unis. Edward Snowden, du fond de la zone de transit de l'aéroport de Moscou, a clairement reçu le message et décidé de demander l'asile ailleurs. Il aurait contacté plus de 20 pays, dont la France, l'Inde et la Pologne, mais il a peu d'espoir. Bien qu'il ait promis de ne rien faire de la sorte, le président a demandé au vice-président de faire pression sur les dirigeants des pays à qui j'ai demandé protection afin qu'ils refusent ma demande d'asile. Pour le moment, la Pologne et l'Inde ont déjà refusé qu'ils prennent l'avion pour leur capitale. Seul le Venezuela, à qui Snowden n'a rien demandé, se dit prêt à l'accueillir. Ainsi se referme